Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S913 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 5 décembre 2024. Cette émission vous est présentée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo qui depuis 10 ans innove et accompagne les professionnels, les créateurs et les amoureux d'images. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Bernard Joliva pour cette émission consacrée à la composition d'images. Alors, bien entendu, c'est impossible de traiter de manière exhaustive ce sujet en 50 minutes. On va donc se focaliser en se basant sur les témoignages de photographes spécialisés dans différentes disciplines sur 10 conseils à appliquer ou à avoir en tête quand on travaille la composition de son image. Alors on va le voir, certains conseils peuvent s'appliquer à tout type de photographie, d'autres seront naturellement beaucoup plus spécialisés. Et on commence donc par écouter le photographe Benoît Collomb, spécialisé dans la photographie de paysage. Il nous partage quelques conseils de composition pour réussir à sublimer en images les grands espaces. Alors, la principale difficulté en photo de paysage, notamment en photo de montagne, c'est de restituer une scène, donc un paysage que l'on voit nous en 3D sur un support en 2 dimensions. On entend souvent dire cette phrase-là, oui, c'était vraiment plus beau et là, je n'ai pas réussi à restituer vraiment ce que je voyais. Alors effectivement, il faut réussir à recréer de la profondeur et pour ça, donc, il y a plusieurs techniques. Donc ça va être de recréer 3 plans. L'utilisation du grand angle permet donc de travailler sur sa composition avec des éléments que l'on a très proches au premier plan. Donc le premier conseil que je pourrais donner avec un usage entre 16 et 18 mm, on va dire, ce serait de ne pas hésiter à être mobile, surtout ne pas rester statique et donc de tourner autour du sujet une fois qu'on a identifié le sujet que l'on veut photographier et mettre en valeur. Et ensuite, donc, utiliser la règle des tiers. Donc, c'est une règle que souvent on a entendu parler, ou en tout cas, dans les appareils que l'on a aujourd'hui, vous avez la possibilité d'afficher des repères. C'est un quadrillage, donc, qui va nous aider à centrer, à positionner, en fait, les sujets dans des points de force. Et les points de force, ça va être les lignes, les intersections en fait des lignes. Donc, il faut éviter, en tout cas dans la majorité des cas, de positionner la ligne d'horizon à 50-50 et plutôt utiliser cette règle de tiers et donc positionner la ligne d'horizon à 1/3, garder 1/3 de ciel, 2/3 de paysage, ou l'inverse si on veut mettre en valeur le ciel, 2/3 de ciel et 1/3 de premier plan. Voilà, donc ça, ce sont les règles vraiment académiques de la photo. Elles fonctionnent quand même dans beaucoup de cas. Il est important de les connaître, ces règles, pour pouvoir ensuite les transgresser en fonction de certains cas où, à l'inverse, on va avoir des cas où il vaut mieux centrer le sujet et dans d'autres cas, voilà, vraiment le décentrer, en tout cas, utiliser donc ces points de force pour placer ses sujets et donc composer son image. C'est une technique que j'utilise parfois d'inclure un élément humain pour renforcer voilà, la notion d'échelle. Les arbres ne sont pas voilà, des rapports d'échelle, ils peuvent être de différentes tailles. En tout cas, un élément animal ou humain permet voilà, de donner un ordre de grandeur et d'échelle à la scène. Alors, outre l'importance du point de vue, sur lequel on va revenir un petit peu plus tard dans notre discussion, Benoît, il met l'accent sur 2 aspects intéressants, cette fameuse règle des tiers et le rapport d'échelle. D'où ça vient, Bernard, finalement, cette règle des tiers? Ça date d'avant l'invention de la photographie, non? Donc, la règle des tiers, en fait, remonte au XIVe siècle probablement, et elle a été établie en fait par les peintres, mais comme le disait en fait le photographe, c'est une règle académique, il ne faut pas s'y tenir. Évidemment, il est bon de l'avoir à l'esprit, de savoir qu'un sujet qui se trouve à tel emplacement, à tel croisement de lignes est mis en valeur, mais comme il le dit aussi, il faut savoir la transgresser. Quand vous avez un très beau ciel, il vaut mieux que le ciel occupe pratiquement les 9/10 avec une ligne d'horizon qui est vraiment tout en bas, Plus bas, tout en bas au bord de l'image,
pour montrer ce ciel absolument magnifique et ne considérer le paysage que comme un point de repère pour le mettre en valeur. Maintenant, quand il inclut des personnages dans le cadre, il faut quand même faire attention à un détail, c'est que dès qu'un personnage est inclus dans l'image, il attire immanquablement l'attention. C'est-à-dire qu'on le voit en premier et le sujet, ce qu'on voulait montrer, devient secondaire. Donc il y a un dosage très précis qui doit être fait entre le fait d'animer l'image avec un personnage et le risque de voir le spectateur s'accrocher à ce personnage et ne plus voir le reste. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a un truc qui n'est pas simple, je trouve. Il parle du quadrillage. Donc, on peut ajouter désormais aussi, c'est très facile sur les appareils modernes, on peut incruster directement un quadrillage lié à la règle des tiers dans l'appareil. Et ça, je trouve que c'est à la fois bien, parce que du coup, ça donne des repères et ça incite à respecter cette règle, et notamment à positionner un éventuel sujet fort sur ces règles des tiers. Mais d'un autre côté, ça amène un biais, c'est qu'on va la chercher en permanence. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Et désormais, j'ai tendance plutôt à la désactiver pour me laisser un peu plus de libre arbitre en fait, dans la composition. Et alors, Henri Cartier-Bresson, dans la préface célèbre de son livre « Photographie à la sauvette », avait à un moment déploré le moment visionnaire au début des années 50, de dire que si un jour on se retrouve avec des cadres, des lignes, toutes sortes de choses dans le viseur, c'est quasiment la fin de la photographie. Bon, c'est pas tout. On peut pondérer, c'est un peu extrême, on peut pondérer le sujet. Mais je pense que... Je ne suis pas en désaccord avec ça. Hein. Oui, je pense que d'une part, la règle des tiers, c'est simplement une base de travail. Il ne faut pas la considérer comme quelque chose d'absolu. Moi, je n'affiche pas ce cadre dans le viseur. J'estime simplement l'emplacement en fonction aussi du reste. Parce que si on place, par exemple, le sujet sur l'intersection entre une verticale et une horizontale, donc sur le fameux point fort, on risque aussi d'oublier tout le reste. La composition, ce n'est pas seulement placer le sujet à un endroit précis. Beaucoup de débutants oublient un détail au niveau du cadrage, c'est que ce qui est aussi important que ce qui se passe sur les points forts ou au centre de l'image, c'est la bordure. Et c'est souvent là qu'on détecte les défauts de cadrage. C'est quand on oublie les bords de l'image qui sont extrêmement importants puisqu'elles délimitent ce qui doit être inclus de ce qui doit être exclu. Ah, moi, il y a un truc que j'aime bien par contre avec ces repères de cadrage dans le viseur, c'est que ça permet de pouvoir mettre les horizons bien horizontaux. Non, mais tu as d'autres outils pour ça. Oui, il y a d'autres outils, mais ça permet de le faire aussi. Et les outils aujourd'hui sont tellement performants que tu as à la fois l'inclinaison, donc tu peux gérer l'horizon, on va dire le paramètre horizontal, vertical et même les obliques, c'est vraiment très très bien foutu. Et ça t'évite, parce que Bernard a tout à fait raison, je suis vraiment d'accord avec ça, c'est que à partir du moment où tu commences à chercher vraiment à chaque fois le point de force, tu en oublies un peu le reste. Et dans une composition minimaliste encore, ça peut passer, mais quand tu es dans un environnement qui contient beaucoup d'éléments ou beaucoup de couleurs, si on travaille en couleurs, etc., ça peut perturber. Bernard, il y a un lien finalement entre cette règle des tiers et ce qu'on appelle la règle du nombre d'or et la spirale de Fibonacci, ou pas du tout? Elle est relativement ténue. Disons que la règle des tiers, elle est assez facile à mémoriser et on peut se passer en fait des lignes dans le viseur parce qu'on voit grosso modo où ça se passe. La règle, le nombre d'or, alors le nombre d'or, évidemment, je donne la formule, c'est racine carrée de 5 plus 100 l'ensemble divisé par 2. Ça nous donne 1,1618, c'est à peu près le rapport longueur-largeur du 24-36. C'est une règle évidemment à laquelle Cartier-Bresson tenait énormément, mais je ne pense pas qu'elle joue tant que ça. Moi, je suis un fervent du cadrage carré. C'est le cadrage du relais flex, le cadrage de la Hasselblad d'antan, et qui apporte lui aussi un équilibre. Quant à la règle de Fibonacci, alors là, j'ai toujours trouvé qu'elle était un peu tirée par les cheveux. On l'applique en général après coup. Ça consiste à créer une spirale à partir du sujet
vers le bord de l'image, une spirale qui s'écarte de plus en plus du centre et qui est basée sur la suite de Fibonacci, dont chaque nombre est la somme des 2 chiffres précédents. Je défie n'importe quel photographe dans le feu de l'action de mettre cette règle en valeur. On peut afficher cette spirale dans le viseur sur certains boîtiers d'ailleurs. J'en ai parlé dans mon livre parce que j'étais bien obligé d'être exhaustif, mais franchement, appliquer la suite de Fibonacci à une photo au moment de la prise de vue, non, c'est un peu trop. Je pense que déjà, la règle des tiers déjà me paraît déjà relativement restrictive. Et il ne faut pas oublier, puisqu'on parlait des grands maîtres, il y en a un que j'affectionne, c'est Robert Frank, qui avait donc fait son livre « Les Américains », dont les Américains n'ont pas voulu. Il a été publié chez Delpire en France. Et quand les Américains l'ont découvert, et notamment au travers d'un magazine qui était Popular Photography, qui était un magazine extrêmement conservateur et carrément réac, ils ont carrément parlé de tirage complètement charbonneux bouché, et surtout des cadrages inclinés qu'ils avaient en fait qualifiés de cadrage éthylique. Et en fait, le cadrage incliné, à un moment, était la mode d'ailleurs chez les photographes il y a quelques décennies. Il suffisait de pencher l'horizon et puis ça prenait tout de suite une valeur artistique. Mais on ne fait pas un cadrage incliné n'importe comment. Ce qu'on appelle la photo ninja en soirée. Exactement. Au flash. Oui, ou les pieds dans le tapis et ça a déclenché. En tout cas, là, on parle beaucoup de théorie. Et c'est important. C'est très important la théorie. Il y a une chose qui convient de distinguer d'emblée, tu l'as dit un petit peu, tu as parlé du ratio 24-36, donc qui est important, tu as parlé du format carré. En fait, il faut vraiment parler de composition et de format, parce qu'aujourd'hui, on a des appareils, notamment en grand format chez Fuji, où on peut faire du 4/3, on peut faire du format carré, on peut faire désormais du panneau, du 65-24 sur certains boîtiers, un peu à la Xpan. Donc, il y a des choses qu'on va dire, peut-être la règle des tiers et tout, qui vont être valables pour certains ratios, mais qui le seront peut-être pas pour tous. Donc, il faut être conscient juste de cette petite nuance, quoi. Il y a aussi, dans cette réflexion autour de la composition, que ce soit en paysage ou ailleurs d'ailleurs, cette idée de réussir à guider le regard du spectateur. Il y a un sens de lecture, non, pour une image, c'est comme un bouquin, ça va de la gauche vers la droite. C'est pas exactement ça. Il y a des phénomènes de vision, en fait. C'est-à-dire, par exemple, on sait que dans une photo, quand on regarde une photo, le regard se porte tout naturellement vers la partie la plus claire de la photo. C'est ce qui fait que, par exemple, on utilise parfois le vignettage pour obliger le regard à se porter au centre. Comme je l'avais dit précédemment, quand dans une photo, il y a un élément vivant et surtout humain, le regard se dirige d'emblée vers cet élément vivant. Donc, il faut faire attention à la hiérarchie des éléments qu'on place dans une photo. Et placer, par exemple, un humain juste pour donner de la vie à la photo, ça peut être valable si on maîtrise la situation. Ça peut, comme je l'avais expliqué précédemment, ça peut fausser complètement le message parce qu'on ne voit plus que ce personnage, on ne voit plus le reste. Bon, allez, on continue et on change d'univers avec le photographe Bertrand Bernager, ambassadeur Sony et spécialisé dans la street. Il nous livre ses conseils. Alors, mon conseil primordial pour la photo et reportage sur le terrain, c'est un conseil que m'avait donné mon professeur de flux numérique et reportage en école de photo. Il s'appelait Thierry Béguin et il m'avait dit « Bertrand, en photo, on doit toujours faire un pas de côté ». Et donc, en photo, moi, j'utilise toujours le principe du pas de côté. Qu'est-ce que c'est le pas de côté? C'est typiquement, on va prendre une première photo et au lieu de se dire « c'est bon, la photo est parfaite comme ça », on va tenter de prendre la même photo en prenant du recul, en s'avançant, en se décalant. Et en faisant ce fameux pas de côté, on va peut-être avoir un angle de vue plus pertinent, voir autre chose, voir un nouvel élément, une autre lumière. Et donc, j'adore travailler en mouvement. Dans le travail de photo de rue, il faut toujours être actif, être à l'affût. Et donc, ne jamais hésiter à se déplacer, tester d'autres angles de vue et aussi se dire que notre photo, elle n'est jamais réellement aboutie. En photo de rue, un reportage, on a énormément d'éléments du quotidien qui peuvent être un terrain de jeu incroyable. Donc j'adore utiliser le mobilier urbain, travailler avec les reflets dans les flaques d'eau,
travailler par exemple avec des reflets dans des vitrines, travailler donc avec par exemple des panneaux, des feux rouges qui donnent des reflets dans un sol mouillé. Il faut vraiment se dire que parfois des éléments du quotidien qui peuvent paraître presque disgracieux peuvent être un vrai avantage de composition, notamment faire du flou de premier plan avec, je sais pas moi, par exemple une poubelle ou un arbre, et donc apporter cette forme de 3D dans la photo avec par exemple un premier plan flou, avec peut-être une foule en premier plan pour mettre vraiment en valeur notre sujet à l'arrière-plan. La technique du cadre dans le cadre, c'est une technique de prise de vue et de composition qui est vraiment merveilleuse. Typiquement, j'adore faire des cadrages. On va avoir par exemple des arbres qui vont donc entourer l'image. On va donc avoir un premier cadre naturel. Et dans ce cadre, on va être plongé dans une scène. Donc l'avantage d'avoir un cadre dans le cadre, c'est qu'on va avoir une forme de dynamique de l'image avec des éléments qui vont rebondir entre eux. On va apporter un contexte. On peut aussi jouer avec la notion de ce qu'on appelle le hors-champ, c'est-à-dire donner de l'imagination au spectateur et au public qui va regarder une image et qui va s'imaginer qu'est-ce qu'il y a autour de notre photo. Et donc travailler avec, par exemple, soit des arbres ou, par exemple, une vitrine ou une fenêtre comme cadre dans le cadre, va vraiment donner envie de plonger dans l'image, apporter de la curiosité, apporter de la dynamique à l'image. Bon, il nous donne plein d'idées. Bertrand, il insiste aussi sur l'importance du point de vue, avec sa réflexion du fameux pas de côté, comme il le dit, et il met le doigt sur l'importance de l'observation de l'environnement dans lequel on est quand on pratique la street photo. C'est ça la base, Bernard, c'est déjà de bien observer les choses et puis de jouer finalement avec ce qui s'offre à nous de manière naturelle. En fait, il existe autant de techniques de photos de rue que de photographes. En fait, Bertrand a sa manière à lui de photographier. Ce n'est pas forcément celle d'autres photographes. Ce n'est pas forcément la mienne. Sa photo est extrêmement intellectualisée, extrêmement réfléchie, mise en place en fait à la prise de vue. Apparemment, il se pose énormément de questions au moment de déclencher. Moi, je suis plutôt intuitif, c'est-à-dire que je lève l'appareil, je vois le cadre et la photo est prise. En réalité, j'ai déjà le cadre en tête avant même que je porte l'appareil à hauteur d'œil. Donc c'est une photo qui, en ce qui me concerne, est beaucoup plus spontanée, beaucoup plus rapide aussi. Souvent les événements sont extrêmement rapides dans la photo de rue, mais comme je disais, chaque photographe a son approche. Donc on ne peut pas parler de règles de base dans la photo de rue, et c'est ce qui en fait la richesse, c'est que il y a différentes manières de l'aborder, mais il y a quand même la règle de base, on y revient toujours, qui est de soigner le cadrage. Parce que sans cadrage, il n'y a pas de photo. Il y a peut-être quelque chose qui vous relie, même si effectivement vous avez deux univers très différents dans la street, c'est le mouvement. Parce que lui, il parle beaucoup de ça. Je l'ai vu à l'œuvre sur le terrain. Il travaille beaucoup en focale fixe. Donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'on peut faire des pas de côté avec un zoom. Donc on peut directement zoomer et ne pas bouger et on obtiendra des cadrages, des points de vue différents. Et lui, il arrive à faire des choses très intéressantes, à poser son regard en faisant, comme il dit, des pas de côté avec par exemple le 135 mm G-Master, qui est une optique que j'aime énormément aussi, qu'il utilise pas mal, ou un 50 mm comme ça. La focale fixe aussi a ce truc de essayer de chercher un cadre, un cadrage en se déplaçant, en se baissant, etc. Tu bosses aussi en focale fixe, toi, un peu, ou tu fais partie des feignants, entre guillemets, et tu prends des zooms? Je fais les deux. Avec le Fuji, je suis en focale fixe. Ça oblige à une certaine rigueur du regard. Avec le Nikon, j'utilise volontiers le zoom. En général, je pars du grand angle, c'est un transstandard, et je recale en fait mon cadrage en une demi-seconde. Je l'adapte en fait à ce que j'ai vu. Parce qu'en fait, au niveau du cadrage, ce qui est important, c'est ce que Ansel Adams, qui était un paysagiste, soit dit en passant, pas un photographe de rue, appelait Envision, qui est en fait la visualisation de l'image avant même qu'on déclenche. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose, ça s'imprime en fait dans mon esprit. C'est un processus qui est extrêmement rapide. Je vois l'image, il faut que je la prenne, je cadre, je déclenche. Ça se fait en 1, 2 ou 3 secondes. Il parle aussi de cet effet-là qui marche bien
du cadre dans le cadre. Et on peut croire que c'est assez compliqué à mettre en œuvre, mais si on est assez observateur, on se rend compte qu'on a plein de situations qui permettent de jouer comme ça avec un cadre dans le cadre. Pourquoi ça marche aussi bien, le cadre dans le cadre? Je ne saurais le dire. C'est un procédé qu'il semble maîtriser parfaitement, que j'utilise extrêmement rarement. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au niveau humain. Je vois qu'un événement se déroule sous mes yeux, qui implique forcément un être humain. La photo de rue, c'est quand même avant tout photographier des gens. Et finalement, cette notion de cadre dans le cadre, pour moi, est relativement secondaire. Mais j'insiste pour moi, parce que apparemment, lui, la maîtrise tout à fait. Oui, puis il y a plusieurs manières de le faire. Il parlait, lui, d'arbres qu'il aime bien mettre en avant-plan. On parle souvent de flou d'arrière-plan, mais là, pour faire un cadre dans le cadre, on n'a pas forcément besoin d'une fenêtre ou d'un hublot ou de je ne sais quoi pour mettre sa composition à l'intérieur. On peut se servir d'éléments en premier plan et générer un flou pour qu'il délimite les contours d'un sujet. Ouais. On continue et on écoute le photographe animalier Hugo Ebb qui nous partage lui aussi ses conseils de composition en affût. Alors pour la photographie animalière, c'est toujours un peu particulier parce qu'il faut aussi avoir en tête que l'animal ne va pas forcément se placer forcément là où on l'espère, là où on le veut. Donc il y a toujours plusieurs méthodes. Il y a la méthode où on cherche l'animal, où on est actif, et la méthode où au contraire, on attend, on se cache, et là c'est beaucoup plus simple du coup de créer un cadre. Et ensuite, il faut aussi avoir en tête l'idée, le type de photo qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire un portrait, un plan serré de l'espèce, ou au contraire, est-ce qu'on veut avoir tout son environnement derrière? Alors quand on est en affût, pour construire son cadre, moi ce que j'adore faire, c'est que l'animal se retrouve pas au premier plan, justement. Donc pour ça, la technique est toute simple, c'est se mettre un peu au ras du sol et d'avoir en premier plan vraiment soit des herbes, soit de la neige, soit même des fois de la terre, une butte de terre ou même un rocher, pour essayer ensuite d'amener plutôt au second plan l'animal et dans le fond, un paysage qui est généralement flouté. Tout dépend du paysage aussi qui est derrière. Si c'est une magnifique montagne, évidemment, ça peut être intéressant de ne pas l'avoir complètement dans le flou. Donc, il faut jouer aussi avec les éléments. Et c'est vrai que cette technique, pour obtenir un premier plan, c'est vraiment de se mettre au ras du sol. Souvent, on peut avoir tendance à mettre le trépied au niveau de la poitrine pour être bien installé, etc. Mais je trouve que ça casse, en tout cas, quelque chose. On a l'animal qui est là dès le premier plan et il manque un peu de profondeur, du coup, à la composition. Moi, ce que j'adore photographier, c'est surtout les yeux que j'essaie de placer vraiment au cœur de ma composition, donc vraiment au centre. Et parfois j'ai de la chance, parfois j'en ai pas, mais je peux avoir des regards directement vers ma caméra. Et là, il faut évidemment shooter en rafale parce que quand on regarde la photo, on peut se dire que l'animal il me regarde pendant 15 minutes, mais en fait, c'était un pur hasard, il m'a regardé une microseconde. Donc c'est pour ça que c'est très important de shooter en rafale à ce moment-là. Généralement, je centre mes animaux quand ils me regardent. Mais quand ils ont un regard plus vers l'horizon, ce genre de choses, c'est intéressant pour moi de les décaler légèrement et ne pas les avoir au centre, justement pour laisser vivre aussi justement là où il emmène son regard. Voilà, tout ça fait que la photographie animalière, au final, on dépend pas mal de l'environnement, de l'espèce en elle-même, mais il faut toujours garder en tête ce qu'on veut faire. Si dès le début on hésite, on se dit oh putain comment je le prends comme ça, on va rater la photo. Il faut se définir dès le début, je pense, un type de photo. Une fois qu'on l'a fait, là, on peut passer au suivant et avancer comme ça. Donc, que ce soit Benoît, Hugo ou Bertrand, ils parlent tous de l'importance du point de vue, de créer de la profondeur dans l'image et l'importance du premier plan. C'est vrai, ça, quand même, que sur une composition, avec un point de vue qui n'est pas celui naturel d'un homme lambda à hauteur de regard, quand on se baisse au niveau du sol ou quand on prend un peu de hauteur, il y a un truc spécial qui se passe au niveau des images qui interpelle un petit peu plus le regard du spectateur, j'ai la sensation. Alors en fait, pour en revenir à la photographie animalière, la seule que j'ai pratiquée, mais dont je suis très content, c'est d'avoir photographié les chats d'Istanbul. Les chats, c'est aussi une photographie animalière. Ce sont des animaux qui sont extrêmement indépendants. En plus, à Istanbul, il y a tout l'environnement urbain. Pour ce qui est du point de vue, en fait, il ne faut pas oublier que ce qui est préconisé, c'est de se mettre à la hauteur du sujet.
qu'en photographie des enfants, il vaut mieux photographier à la hauteur du regard des enfants. Pour les chats d'Istanbul, il m'est souvent arrivé de me vautrer un peu par terre pour être à la hauteur des chats. Et à partir de là, la photo prend beaucoup plus de force. Parce que si vous restez sur le point de vue de l'homme debout ou de la femme debout et que vous photographiez un animal qui souvent est de taille beaucoup plus petite, ça arrive, vous faites un cadrage qui est relativement condescendant. Vous êtes en position dominante par rapport à ce que vous photographiez. Quand vous vous mettez à la hauteur du sujet, vous vous impliquez dans le sujet. Je ne dirais pas que vous vous identifiez au sujet, parce que s'identifier à un sanglier ou une bestiole de ce genre, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses. Mais disons que ça crée quand même un rapport entre le sujet et la personne qui regarde qui est beaucoup plus fort qu'avec un cadrage oblique. Ça dépend. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, la plupart du temps, oui, et il faut se mettre à hauteur. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Sergio Larraín, la photo d'enfant, se mettre à hauteur des enfants pour ne pas être condescendant. Tu as tout à fait raison. En l'occurrence, là, je repense à une photo prise par Hugo Webb, qu'on a entendue justement. Une photo au drone d'une tortue lutte prise en Guyane sur une plage. Donc, c'est une espèce protégée. Donc, la photo est prise aussi avec des autorisations. Parce que faire voler un drone au-dessus d'une tortue comme ça... normalement, ça ne se fait pas. Il avait l'autorisation, parce qu'il est photographe du WWF France. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit tout l'effort fait par l'animal pour aller à la mer. On voit toutes les traces, en fait. Donc, cette ligne qui traduit tout cet effort. Et la vue aérienne permet, en fait, d'avoir à la fois ce graphisme et donne une information et un point de vue insolite qui est assez bouleversant. Donc parfois, peut-être, prendre du recul, et en l'occurrence beaucoup de recul, permet d'avoir un point de vue, une composition totalement différente et séduisante. Alors il y a aussi la notion de profondeur dans l'image qui peut être intéressante, il en a parlé. Il y a pas mal de paramètres sur lesquels on peut jouer pour réussir à créer cette sensation de profondeur et restituer, comme le disait Benoît, une scène en 3D dans un environnement en 2 dimensions. On peut jouer avec la focale et on peut aussi jouer avec le bokeh et la profondeur de champ, c'est ça ? Oui, alors la profondeur de champ, c'est un élément qui est pas évident à maîtriser parce que dans certains cas, elle est recommandée, dans certains cas, elle ne l'est pas. Par exemple, si on choisit une faible profondeur de champ, avec le sujet qui est net et l'arrière-plan qui est flou, on obtiendra une photo qui peut être extrêmement graphique, mais qui retire le sujet de son contexte. Par contre, si on fait une photo avec une profondeur de champ extrêmement étendue, on se retrouve en fait avec un sujet qui est mis en situation. Donc le tout, c'est de savoir ce qu'on veut montrer. Et là, évidemment, ça demande une prise de décision et le choix du diaphragme en conséquence, très ouvert si on veut réduire la profondeur de champ pour isoler le sujet, ou fermer le diaphragme justement pour montrer l'environnement dans lequel il se trouve. Et puis quand on parle de profondeur de champ aussi, il y a une tentation qu'a évoqué Hugo dans son témoignage, c'est de cadrer très serré en photo animalière, donc de faire des compositions façon portrait en fait, de toujours avoir quelque chose d'un peu sensationnel. Il a fait de magnifiques d'ailleurs photos de tigres en Inde, le concernant. Et souvent, même quand on est un peu amateur comme ça, on se retrouve une première expérience en safari ou face à des animaux assez extraordinaires. On a un 150-600 et on va taper à fond de zoom et on va essayer d'avoir vraiment le regard comme ça, alors que on se rend compte que parfois, on peut avoir des photos magnifiques en les mettant en contexte, en mettant l'animal dans son contexte, en fait. Et là, en travaillant la composition au grand angle, ce qui est un exercice qui est compliqué. Donc, là aussi, question de profondeur de champ, on va avoir une photo peut-être au grand angle avec plus d'informations, plus de netteté, mais qui sera peut-être tout aussi belle, ou en tout cas dans une série qui va très bien rythmer la série avec des photos plus serrées qu'on aura prises. Donc, peut-être aussi penser des fois la composition en série. Mais ce qu'il faut dans ce cas, c'est multiplier les prises de vue quand c'est possible. Oui. Et ça, le zoom le permet. C'est d'utiliser le zoom. On fait souvent passer le zoom pour un objectif pour paresseux. Mais en fait, ça permet surtout dans un contexte où, comme le cas du tigre, je présume, la prise de vue, la fenêtre de prise de vue est relativement étroite, de passer d'un coup de poignet à un cadrage large pour faire justement un portrait contextuel en une fraction de seconde, de serrer sur le sujet, le tigre. Et dans le cas justement
toujours dans le cas du tigre, si on cadre trop serré, on ne voit plus où est le tigre. On peut le prendre aux eaux de Vincennes comme on peut le prendre en Inde. Donc faire une photo contextuelle, ça permet aussi de localiser le sujet sur le plan géographique. Tout à fait, mais tu as raison de préciser ça. Ouais, moi, j'aime bien des fois taquiner. Bon, la photo, c'est du mouvement la plupart du temps, mais dans des environnements contraints. La photo donc de tigre, probablement, mais je n'en ai pas fait, mais ça rejoint la photo de safari. C'est un environnement contraint, c'est-à-dire qu'on est à bord d'un véhicule dans lequel on peut très peu manœuvrer. Et là, le zoom devient un allié. Il y a un autre allié très important, pour parler aussi de nouvelles technologies, c'est la haute définition. Les capteurs de 60 millions de pixels, 45 millions de pixels autorisent des recadrages assez incroyables qui permettent aussi de varier un petit peu les plaisirs. Alors moi, je reviens 2 secondes sur cette notion de profondeur de champ et de bokeh, parce qu'on a souvent tendance à n'imaginer que la profondeur du flou de l'arrière-plan. Or, quand on veut donner vraiment de la profondeur à une image, on peut imaginer 3 plans. Un premier plan, le sujet principal de son image et son arrière-plan, et on peut jouer aussi avec la profondeur de champ et notamment ce fameux flou d'arrière-plan. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait la mise au point sur son sujet, donc sur un plan défini de la scène qu'on veut photographier, la zone de netteté, la zone de profondeur de champ se répartit 1/3 en avant du sujet et 2/3 en arrière. Donc en fonction de l'ouverture et de la focale et de la distance par rapport à son sujet, on a aussi cette possibilité de jouer avec le flou sur le premier plan. Bernard, quand on fait de la photo sur le vif, que ce soit du reportage, de la photo de rue, de la photo animalière, et on va le voir aussi un petit peu plus tard en photographie d'action et de sport, il y a du coup cette quand même notion d'instant décisif qui est fondamental finalement dans la composition d'une image. Il faut être anticipé et être prêt. En réalité, pour beaucoup de photos, et je vois ça quand je revois mes images sur l'ordinateur et précédemment sur les planches contact, on se rend compte qu'une situation est évolutive. Si on attend l'instant décisif pour déclencher, on risque de se rendre compte qu'il est passé et que l'événement n'est plus aussi décisif que précédemment. Et non, parce que désormais, il y a le ProCapture. Il y a des outils incroyables qui sont... Alors, chez OM System ProCapture, chez d'autres, le Précapture, etc., etc. Cette merveilleuse technologie qui nous permet de capter l'action avant la pression sur le déclencheur. Je suis de la vieille école. Mais c'est un peu convecteur spatio-temporel donc là, intégré dans le boîtier, quoi. Non, mais c'est pas ça, c'est toute la poésie de l'instant décisif que tu as un petit peu démonté tout à l'heure, et tu as eu raison de remettre dans le contexte par rapport à ce que Cartier-Bresson entendait par là aussi, et réfuté par ailleurs, mais tout ça est un peu cassé avec des cadences à 120 images par seconde et du pré-capture. Alors cassé. Mais justement, je voudrais rebondir là-dessus. Sur la question de la rafale, qui est une question que je me suis souvent posée. Personnellement, je ne l'utilise pas, pour une raison qui est toute simple, c'est que je n'ai pas un cahier des charges qui m'oblige à utiliser la rafale. Je comprends que quelqu'un qui fait de la photo animalière où la bestiole se montre pendant une fraction de seconde, quelqu'un qui fait de la photo de sport où en fait, quand un athlète passe une quai, il y a le moment où il est au maximum de la hauteur. Ce sont des événements en fait qu'il faut capturer, et c'est des événements qui sont attendus à la rédaction pour utiliser les images. Quand je fais de la photo de rue, ce que j'apprécie énormément, c'est d'une part la liberté complète, personne ne les attend, c'est un des apanages d'ailleurs de la photo d'amateur, c'est qu'on n'a pas à répondre à un cahier des charges, et surtout au niveau de la rafale, le fait d'appuyer sur le bouton à ce moment précis une seule fois, c'est revendiquer cette image. Alors évidemment, ça peut faire des pertes. On peut se dire, ça y est, on a loupé le moment, il aurait fallu déclencher un poil plus tôt ou plus tard, mais c'est un peu une contrainte que je me suis posée, un peu comme Pérec quand il écrivait sans utiliser la lettre E. C'est-à-dire que je me fixe une contrainte qui est de revendiquer le moment où j'appuie sur le déclencheur, et tant pis si ça n'a pas marché. Par contre, quand ça a marché, là, c'est un grand plaisir. Alors qu'aller farfouiller dans 120 photos pour trouver l'instant décisif, je trouve ça très fastidieux et franchement ennuyeux, pour ne pas utiliser un terme plus trivial. Je te rejoins à 1000%. Allez, on continue et on écoute maintenant le photographe Frédéric Stussin,
qui réalise beaucoup de portraits de presse et il nous partage ses conseils de composition pour cet exercice et en particulier en ce qui concerne la gestion des grandes ouvertures et l'importance du regard de son sujet. Alors, la règle, le truc pour la grande ouverture, c'est de bien se concentrer sur le point. Parce que qui dit grande ouverture dit peu de profondeur de champ, qui dit en général le point sur le nez ou les oreilles et pas sur le regard, ce qui est, à mon sens, le plus important à avoir dans un portrait. Je dis ça parce que je me suis beaucoup planté. Donc, c'est déjà se concentrer, alors si on est en autofocus ou en manuel avec un télémètre, etc., de faire attention vraiment à ça. C'est vraiment le truc hyper important. Après, pareil, est-ce qu'on veut un fond très très flou pour gommer le lieu qui est pas très intéressant, ou est-ce que justement on veut intégrer le lieu intéressant derrière? Moi, en ce moment, je fais des portraits. Alors c'est à la chambre, donc je suis plutôt fermé. Et il y a un léger flou derrière, mais qui permet qu'on comprenne bien où se trouve le sujet. Voilà, c'est moi qui le décide parce que j'ai envie de raconter cette histoire-là. Mais je pourrais, à l'inverse, pour un portrait pour la presse, avec le même matériel, et voir comme ils le font parce qu'on se retrouve dans une chambre d'hôtel X sans intérêt, voilà, d'ouvrir à plein pot pour qu'on ne le voit pas. Mais encore une fois, quand j'ouvre à plein pot, se pose le problème de où est-ce que je fais le point? Est-ce que je vais pas le rater? C'est-à-dire que moi, quand j'ai des séances de photos qui peuvent être très rapides, en presse, on peut avoir 1 minute pour faire la photo de quelqu'un, hein. Là, je m'amuse pas à être à pleine ouverture parce que je me dis, ça serait vraiment dommage de tout planter. Donc, je vais fermer un tout petit peu pour avoir une profondeur de champ qui va du nez jusqu'à l'oreille, par exemple. Voilà, c'est des petits trucs. Alors, pour la position du regard de la personne photographiée, pareil, moi, je commence un regard caméra parce que la personne, c'est assez simple. Il faut savoir que le photographe qui photographie, il est un peu stressé, qu'il soit amateur ou très confirmé. Il y a toujours quand même une part de stress quand on photographie quelqu'un. Et la personne qui est photographiée aussi, que ce soit un acteur ultra connu ou le boulanger du quartier, il ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc parler simplement et commencer par un regard caméra, bon, c'est très simple. On demande à la personne, regardez au centre de l'objectif. Voilà, il n'y a pas de secret, ça va tout seul, on comprend ça très bien. Et si ensuite, pareil, on sent que on a capté un regard, on a quelque chose qui fonctionne, on peut commencer à se dire, tiens, je veux la rendre un peu plus rêveuse ou mélancolique. Là, je pense au portrait de Marilyn Monroe par Richard Avedon. Moi, je dis toujours aussi, que ce soit dans le portrait ou le reportage, quand on part en réaliser des images, j'utilise la métaphore de la cueillette. C'est comme si on partait faire une cueillette. On part chercher des fruits. On ne sait pas s'ils seront bons à consommer tout de suite. La photo, c'est un peu pareil. Donc, il ne faut pas hésiter à faire un regard caméra, un regard en haut, un regard en bas, un profil, un 3/4, un de dos. Enfin, voilà, de tourner un peu autour de la personne. Là, j'ai réalisé une grosse série de portraits pour un ministère, le Quai d'Orsay. Et c'est assez rigolo de voir que sur des personnes, il y a des profils qui fonctionnent mieux à droite qu'à gauche et inversement. Et ça, on ne le voit pas directement. On le voit sur la photo, sur l'écran. Ouais, chouette sa métaphore sur la cueillette, je trouve. Bon, c'est vrai qu'en portrait, si on a une optique un peu lumineuse, on peut très vite tomber dans le piège de la séduction, de l'ultra faible profondeur de champ et des effets de bokeh exacerbés. Mais comme il le dit, c'est délicat en termes de précision au niveau de la mise au point de partir sur cette mécanique-là. Alors moi, je ne suis pas portraitiste, bien que j'en ai réalisé pas mal. Donc, en fait, ce qui m'intéresse dans le portrait, c'est le regard, mais porté ailleurs que sur l'appareil photo, parce que quand je fais de la photo de rue et que le regard se porte vers l'appareil photo, en général, il y a un aspect qui peut être dubitatif ou franchement déplaisant de la part de la personne qui est photographiée. Donc, ce qui m'intéresse dans le portrait à ce moment-là, c'est d'essayer de restituer peut-être pas la psychologie, c'est beaucoup dire, mais au moins de restituer la personnalité en fait du sujet. Donc il y a le portrait qui peut être extrêmement travaillé, c'est le cas justement qui a été vu par notre photographe. Dans mon cas,
je fais de la photo de rue, donc je suis amené à faire du portrait, mais c'est du portrait pris sur le vif. Donc on fait un peu avec ce qui se présente, en évitant d'être vu, parce qu'à partir de ce moment-là, le regard se porte vers l'appareil photo et c'est pas ce qu'on souhaite, parce qu'on va capter l'attitude du personnage vis-à-vis du photographe. Et en général, ça peut être de l'étonnement, de l'agacement ou franchement de l'agressivité, mais on essaye plutôt de prendre un portrait tout à fait spontané. À ce moment-là, on photographie la personne dans ce que les Américains appellent privacy, c'est-à-dire cette espèce de manière d'être soi-même et coupé des autres. Et donc, ça donne des portraits qui sont en général très, très forts, très intéressants, parce que la personne est vraiment restituée telle qu'elle est au naturel. Et en tout cas, dans le cadre de l'exercice du portrait, pour en venir aussi à la composition, et pour en venir aux outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, on a un petit peu rigolé tout à l'heure sur le pré-capture, hein, qui reste quand même un outil formidable pour les puristes. Là, en matière d'autofocus, les progrès réalisés sur la détection des yeux, que ce soit chez tout le monde en fait, hein, chez Canon, chez Nikon, chez Sony, Sony peut-être un cran au-dessus encore par rapport au reste, mais ils sont tous très bons. L'intérêt, c'est qu'en travaillant à très faible profondeur de champ, avec un 85-1.2 ou alors une optique à très grande ouverture, permet de vraiment se fier à ces technologies très efficaces et de se concentrer après sur le cadrage. Parce que on sait que de toute façon, les collimateurs iront à l'endroit où on veut que la photo soit nette, quoi. Oui, ça marche très bien. Et ça marche très très bien. Et si on veut encore un petit peu plus d'efficacité, on peut se mettre en autofocus continu, en AFC. Et là, vraiment, on aura beau déplacer un petit peu l'appareil ou la focale, tant que le mode sera activé, on sait que la netteté se fera en tout cas sur les yeux. Et ça, c'est vraiment chouette. Sinon, on prend un petit peu de sécurité, comme le dit très très bien Frédéric, et lui, il sait vraiment de quoi il parle. C'est son métier, il le fait remarquablement bien. On ferme un petit peu le diaph pour assurer le coup et s'assurer qu'on aura au moins les yeux nets, voire un petit peu plus si on n'a pas trop le temps. Surtout le problème des porteurs de lunettes. Tu as raison. Ah ouais, complètement. On fait le point sur la lunette ou sur l'œil qui est derrière la lunette? Ouais, complètement. Mais là, vraiment, non, les autofocus, pour avoir essayé les récents, que ce soit sur un A7R5 de Sony ou un Z8 de Nikon ou le R5 Mark II chez Canon récemment, c'est très, très efficace, quoi. Et du coup, ce qui est important aussi dans l'exercice du portrait, alors quand on fait du portrait posé et pas du portrait sur le vif, comme tu nous en as parlé il y a quelques secondes, comme le dit Frédéric, hein, qu'on photographie quelqu'un qui a l'habitude des caméras ou qu'on photographie le boulanger du coin qui n'a pas spécialement l'habitude d'être photographié par un inconnu, il y a l'importance du choix de la focale. Et choisir une focale un peu longue permet finalement de garder une certaine distance avec son sujet tout en réussissant à faire un cadrage plus ou moins serré. Alors, il y a plein de règles de cadrage hein, dans le portrait de pied, le plan américain, le plan italien mi-mollet, le plan serré, blablabla. Mais du coup, garder une certaine distance, ça permet de conserver une petite zone intime pour le sujet qui ne se sent pas forcément trop agressé, trop envahi. Et ça peut être une bonne manière de pratiquer le portrait et de venir réussir à ce que le sujet offre des attitudes, des regards et des émotions sans trop le brusquer, quoi. Pas forcément, hein, parce que tu peux aussi très bien avoir une focale. Je pense que ça tient aussi parfois au volume du matériel utilisé. Ouais, aussi. Le bruit, le son. Oui, certains pros disent que parfois ils ont réussi de meilleures photos en n'ayant pas forcément un gros 24-70 de 8 dans la rue, en braquant l'objectif. Et là, pour le coup, en étant tout proche de la personne, et là, c'est pas top. En revanche, les hybrides permettent aujourd'hui, avec les progrès de l'AF, de bosser à hauteur de taille et de garder un contact visuel avec son sujet. Les écrans inclinables permettent d'aller chercher un petit peu un angle différent, mais de rester visuellement en contact avec le sujet, peut-être de garder une sorte de confiance comme ça et de mettre le sujet à l'aise. Et ça, c'est peut-être pas mal. Alors attention à la focale, parce qu'en fait, le visage est quelque chose qui est extrêmement structuré, qui fait partie de la personnalité du sujet, et une focale mal choisie peut rendre le visage bouffi ou au contraire l'aplatir. La focale idéale, c'est 80-85 mm, mais un grand angulaire peut
quasiment déformer le visage au point de rendre la personne ridicule. Un téléobjectif trop puissant pour prendre de la distance peut aplatir le visage et lui faire perdre énormément de son relief. Donc il est important en fait de choisir la focale en toute connaissance de cause. Même si on peut très bien manipuler un 28, on en a parlé récemment dans notre émission consacrée à la constitution d'un parc optique avec les travaux de JR ou Jean-Loup Sief au 28 mm notamment, qui savent manipuler le grand angle. C'est un parti pris. C'est un parti pris, voilà. En Et gardant ça... la distance avec le visage. Tout à fait. Jean-Loup Sief était quand même un des grands spécialistes du très grand angle, mais il ne photographiait pas un visage cadré serré. Non, mais JR, oui. Et comme le dit Arthur, par contre, c'était à dessein, puisqu'il y avait un petit côté autodérision, un gros côté même autodérision, avec des portraits comme ça, très frontaux. Je citais aussi Bruce Gilden dans l'exercice de la photo de rue, un petit peu comme ça, frontal, où le visage peut être très proéminent dans la composition. En tout cas, tu as tout à fait raison de le dire. Attention au bord aussi de l'image, qui déforme énormément. Gilles Caron avait fait une photo d'un orangiste pendant la guerre en Irlande, entre l'IRA et les Britanniques, où il avait photographié cet orangiste apparemment avec un 21 ou un 24 mm, mais il était complètement bouffi, complètement ridicule. Et ça, évidemment, c'est un parti pris. Allez, pour terminer, on écoute le témoignage de la photographe Julie Cogis, ambassadrice Nikon et spécialisée dans la photo de sport mécanique moto. Elle nous partage ses trucs et astuces pour réussir à sublimer des images d'action sensationnelles. Alors, pour capter justement l'action à son apogée, je l'appellerai comme ça, c'est tout un travail d'expérience, à force d'être sur le terrain. Et c'est aussi d'anticiper, en fait. D'anticiper, je parle de timing, justement, c'est un point qui est vraiment très primordial. Donc nous, soit il passe à plusieurs reprises au même endroit, donc c'est déjà anticiper, analyser comment le pilote va passer, ou par exemple, au moment de l'arrivée, se préparer à tous les scénarios possibles, de la façon dont il va sauter, préparer son matériel pour être prêt, justement. Et sur chaque terrain, à moi de m'adapter justement au lever du soleil, savoir à quel côté, je vais toujours analyser de quel côté il se lève, de quel côté il se couche, de façon à pouvoir, moi, planifier mon planning de marche sur le terrain et évoluer en fonction du soleil. Voilà, il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en compte et qui, pour moi, sont une véritable aire de jeu. Et chaque piste est différente, donc on a des aspects différents. Chaque pays a des variations de température et d'intensité de lumière qui sont différentes. Et c'est de cette façon-là que j'essaye de jouer avec et en variant le plus possible mes optiques. Moi, l'objectif, c'est toujours de surprendre le spectateur. Alors, c'est pas forcément quelque chose de facile parce que mon métier m'amène à revenir des fois sur les mêmes terrains. Je dirais que c'est une constante remise en question d'événement en événement, de course après course, d'analyse auprès des athlètes parce qu'à force d'être sur ces terrains professionnels, on finit par avoir une connaissance, je dirais, quasi complète de l'athlète qui va passer. On sait ses spécificités, on sait son style, et donc c'est sur ces critères-là qu'il faut jouer. Et aujourd'hui, moi, je suis en constante recherche de trouver de nouveaux points de vue, essayer de nouvelles choses. Moi, j'essaie toujours de composer mon image en amont à travers mon viseur, et l'objectif, c'est de définir à quel endroit je vais vouloir placer mon athlète. Et après, je règle en fonction justement ma vitesse d'obturation, et généralement entre 1/100e et 1 millième de seconde, selon en fait ce que je veux rendre. Ou alors, si je veux vraiment avoir un effet de vitesse qui font partie aussi de la sélection d'images qu'on envoie maintenant aux marques, c'est des filets aussi. La partie filet, qui est une technique de prise qui n'est pas forcément la plus facile en cross, où là, il faut justement descendre sa vitesse d'obturation, je dirais un 1/250e, et on peut même aller en dessous maintenant avec les appareils mirrorless qui nous fournissent une qualité vraiment très exceptionnelle. Moi, c'est sur ces points-là sur lesquels je joue pour justement apporter cet esprit de vitesse.
Bon, en sport et en sport professionnel, hein, on le comprend bien, connaître son sujet, connaître l'environnement dans lequel évolue euh, le sujet, c'est naturellement primordial. Savoir où on doit se placer, savoir ce qui va arriver, à quel moment ça va arriver, c'est un avantage indéniable pour sa composition. Alors le problème pour un photographe amateur, parce que je pense qu'ils sont nombreux à nous écouter, c'est que pour être bien placé, il faut être accrédité. Ah, ouais. Ah, ça dépend. Il y a des disciplines quand même où on peut, notamment le motocross. Non, mais il y a le Euh, sport amateur surtout, ouais. qui permet de Oui. s'affranchir de tout ça et de se mettre vraiment dans les stades derrière la barrière, si on pense au sport collectif. Hein. On va pas forcément chercher tout de suite à aller au Stade de France. On peut s'essayer les dimanches matins dans le froid en ce moment. Il faut braver un petit peu les intempéries, demander certaines autorisations peut-être auparavant aux deux équipes ou aux gens responsables du stade, mais faire des essais avec une longue focale et s'amuser à aller derrière les buts, sur les poteaux de corner, etc., etc. C'est un bon exercice, quoi. Mais ce qui est aussi important en photo de sport, je l'ai très très peu pratiqué, mais la question se pose toujours, elle a été posée par notre photographe, c'est le choix entre la photo nette ou alors la photo filée, ou alors ce qui est une technique encore plus difficile, mais beaucoup plus spectaculaire, qui est l'explozoom, c'est-à-dire le coup de zoom pendant une pause longue, Ah, c'est chaud ça. un trentième de seconde, voire un dixième. C'est fun. Donc, On se lasse vite, hein, quand même. oui, on se lasse vite, mais ça fait tellement plaisir. Quand ça Donc, marche. Oui, c'est vrai. oui, c'est tout vrai. à fait. Faut pas Comme le oublier filet. qu'elle est photographe professionnelle, elle a des photos à rendre. Bah oui. J'en reviens au fait que quand on est amateur, on est totalement libre. On est même libre de rater les photos. Vous savez, c'est le Thomas Beckett, rater, rater encore, rater mieux. Et là, je repense en parlant de filet aussi à un ami photographe, Bruno Calandini, qui une fois m'avait convaincu de faire un filet pour réussir une photo dans un contexte un peu particulier, avec des chevaux au galop, dans des compétitions en fait de l'assaut dans l'Ouest aux États-Unis, mais avec un fond assez médiocre et dégueulasse pour pour dire les choses. Un espèce de hangar tout en tôle avec des panneaux publicitaires vraiment, vraiment laids. Et moi, j'étais un peu découragé et je me disais, mais je vais pas réussir à faire une belle photo, etc. Et au final, en optant pour le filet, la composition s'est trouvée bien améliorée puisque finalement, le sujet apparaissait donc net et tout le décor apparaissait dans le flou et dans le filet du coup. Des traînées, en fait. Des espèces de traînées, ce qui fait que la composition devenait tout à coup intéressante et le décor n'existait plus. Donc il y a des cas où vraiment le recours au filet peut même être une parade nécessaire pour que la photo existe telle qu'on la Absolument. souhaite. Et Julie, elle évoquait aussi un truc dont on n'a pas encore parlé depuis le début de cette discussion, c'est l'importance de la lumière et de la position du soleil au cours de la journée. Et donc, j'imagine mécaniquement des ombres projetées que ce soleil va faire. Alors là, sur des motos, mais si on applique ça à de la photo de rue, c'est hyper important aussi de jouer avec ces ombres, avec ces lignes, avec cet élément qui est changeant, hein, qui ne rend pas évidemment la même chose le matin, à midi et le soir. Absolument, il y a des photographes qui sont spécialisés, on peut dire, dans les jeux de contraste extrême, de couleurs extrêmement saturées, qui jouent sur les lignes, les volumes, les noirs extrêmement profonds. Et d'un autre côté, on peut choisir aussi une lumière beaucoup plus tamisée. Henri Cartier-Bresson, par exemple, la plupart de ses photos sont relativement douces au niveau de la lumière. Maintenant, si on est obligé de photographier dans une direction donnée, il vaut mieux savoir par où viendra la lumière. Et pour ça, il existe maintenant des applications qui sont extrêmement efficaces, qui indiquent où sera le soleil à tel moment, tel jour et telle heure. Ok, bon, écoutez, on va conclure là-dessus. On vous a donné énormément de pistes, de réflexions, d'inspiration pour travailler la composition des images photos, mais voilà, je pense aussi que naturellement, toutes ces règles peuvent s'appliquer à l'univers de la vidéo. Merci Bernard d'avoir partagé tous ces conseils avisés. Merci à vous deux de m'avoir reçu.